La parole maintenant à Jean-Jacques Marie. Les Cosaques sabrent ceux qui s'enfuient dans les rues de la ville. On compte à peu près entre 600 et 1000 morts, 1000 assassinés. Bien sûr, la statistique officielle n'en donne que 93, mais on sait très bien que la statistique, comme a dit je ne sais plus qui, c'est l'art du mensonge. Et dans ce cas précis, c'est très net. Et ce dimanche sanglant, ou dimanche rouge, marque une rupture brutale entre le sommet du pouvoir et la masse de la population. Soit dit en passant, ce dimanche sanglant, dont le tsar Nicolas II est évidemment le principal responsable, n'a pas empêché l'Église orthodoxe de béatifier Nicolas II et sa famille en décembre 1999. Comme quoi on peut béatifier dans le sang. Alors revenons maintenant directement à 1917, qui est, je le répète, la suite de 1905. Évidemment, de la guerre qui provoque en Russie des effets extrêmement brutaux, pour plusieurs raisons. Des raisons sociales sur lesquelles je ne m'attarderai pas, et aussi des raisons proprement militaires. L'armée russe n'est pas préparée au conflit dans lequel elle est envoyée par le tsar au nom de l'alliance avec la France et l'Angleterre. Et l'un de ceux qui l'exprime le mieux à sa manière, c'est le principal général blanc, Dénikine, qui, ayant commandé la première armée contre-révolutionnaire dans le sud de la Russie, puis parti en exil en mars 1920, après la défaite de son armée, s'est livré à un énorme travail de près de 2000 pages, malheureusement dont seul un 11e a été traduit en français, dans lequel il accumule à la fois les documents et les réflexions. Et il raconte la bataille de Pchemism, je crois que c'est avril 1915, où les soldats russes, enterrés dans leurs tranchées, subissent pendant 11 jours un bombardement intensif de l'artillerie prussienne, sans que l'artillerie russe réponde quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'obus. Et comment est-ce que l'état-major répond à la fureur, enfin à l'angoisse puis à la fureur de ces soldats qui sont hachés menus sans moindre réaction? Eh bien, le général Broussilov, dans un communiqué adressé à la troupe, assure les soldats que les artilleurs allemands tirent mal et que leurs obus, en réalité, n'atteignent pas leurs objectifs. Évidemment, cela ne peut provoquer que le dégoût. Broussilov est installé assez loin à l'arrière des tranchées, comme c'est général d'ailleurs. Et c'est là un élément qui signifie, disons, la situation dans laquelle se trouvent ces soldats, qui sont en plus encadrés par un corps d'officiers nourri par un mépris profond pour cette populace paysanne. 90% de l'armée russe sont des paysans. Lorsque arrive février 1917, la situation économique et militaire de la Russie est extrêmement fragile. Les difficultés d'approvisionnement, quoi qu'en dise Solzhenitsyn, qui explique que tout allait très bien sur le plan de l'approvisionnement, qu'on trouvait tout ce qu'on voulait à Saint-Pétersbourg, mais qu'il y avait des boulangers qui traficotaient, etc. Enfin bon, c'est l'histoire vue par lui. Les difficultés de ravitaillement qui font, par exemple, que les ouvrières font la queue à partir de 4 heures du matin, parce que ce n'est pas les ouvriers qui font la queue, ce sont les ouvrières. C'est la division du travail, bien connue. Pour essayer d'avoir du pain pour leurs enfants avant de partir au travail. Et puis le 23 février 1917, c'est-à-dire le 8 mars dans notre calendrier, c'est la journée internationale des femmes qui est fêtée en Russie depuis 1912, après avoir été installée par la social-démocratie allemande en 1910. Les ouvrières du textile d'une usine de Vyborg, qui est le quartier nord de Saint-Pétersbourg, de Pétrograd, à l'époque ça s'appelle Pétrograd, parce qu'il faut russiser le nom, décident, il y en a assez de faire la queue, etc., de recevoir des salaires de misère, car l'inflation a réduit les salaires de plus de 50%, ça ferait rêver un certain nombre d'hommes politiques dans notre pays aujourd'hui, décident de se mettre en grève, et puis d'aller voir l'usine de métallo d'à côté, l'usine Ericsson, pour inviter les métallurgistes à se solidariser avec elle. Et c'est le début de la révolution de 1917, qui doit surprendre d'ailleurs beaucoup de monde, puisque vous avez un vieux proverbe russe qui dit la poule n'est pas un oiseau, la femme n'est pas une personne. Et bien, en l'occurrence, ces ouvrières ont montré qu'elles étaient des personnes convaincues et convaincantes. C'est l'effondrement du régime, la première révolution, dite de février, dite révolution démocratique, qui ne va régler aucun des problèmes posés par la situation de guerre qui a disons, disloqué l'État, puisque ceux qui gouvernent décident de poursuivre
la guerre, au nom de l'alliance avec les puissances alliées, la France et l'Angleterre. L'un des buts de la guerre consiste en particulier à conquérir Constantinople, qui, comme vous savez, est une ville historiquement russe, bien entendu. Et je voulais savoir comment les bolcheviks, qui étaient peu nombreux, ont réussi à prendre le pouvoir. Et alors, question pour M. Le Naour. Quelles étaient leurs relations avec le peuple, comment leurs idées ont été reçues et surtout comment ils pouvaient correspondre dans un pays où les moyens de communication n'existaient pas. Qui veut répondre? La question me paraît assez simple. Vous avez un mouvement, vous avez un monarchiste qui a été au Goulag, Volkov, explique dans ses souvenirs, puisqu'il a réchappé au Goulag, comme beaucoup de détenus du Goulag, d'ailleurs, ce n'est pas des camps hitlériens, le Goulag. Il raconte dans ses souvenirs, venait des profondeurs, montait des profondeurs, une immense vague qui allait tout dévaster. Et un autre, qui était fils de banquier, dit que ce qui se passait en Russie annonçait quelque chose auprès de quoi les jacqueries traditionnelles, celle de Pougatchov par exemple, apparaîtraient comme une aimable plaisanterie. Donc vous avez un mouvement de fond qui vise à tout balayer. Il y en a un qui raconte ça d'ailleurs avec horreur, c'est Gorky. Quand il raconte ce que représentent pour lui les vagues de soldats qui ne veulent plus se battre, que d'ailleurs le correspondant de l'Humanité de l'époque, Boris Krzyzewski, l'Humanité était dirigée par Pierre Renaudel, ce charmant socialiste qui disait à certains opposants à la guerre, si tu insistes trop, on peut t'envoyer au front. C'est une façon social-démocrate de régler des questions. Et Krzyzewski, quand il raconte la révolution d'octobre, pour lui, elle est accomplie par une bande d'Apaches. Les soldats qui ne veulent pas mourir sont des Apaches. Or, ces soldats, il y en a près de 2 millions. Les paysans qui saisissent les terres, c'est la quasi-totalité de la paysannerie. Les ouvriers qui ne veulent pas accepter les lock-outs que les patrons décrètent pour les mettre à genoux, ce n'est pas encore les contrats de chantier, c'est un peu plus brutal. Mais enfin, c'est la même logique. Donc, c'est donc tout un peuple qui se soulève. Alors, les bolcheviks, vous avez là une révolte profonde. Or, le problème d'une révolte, il est très simple. Ou bien elle trouve un débouché politique et elle n'en trouve pas par elle-même. Elle trouve un débouché politique simplement si elle existe une organisation qui est capable de la lui proposer, de l'élaborer. Ça ne vient pas comme ça. Sinon, eh bien, ça débouche sur le chaos. Et comme aucune société ne peut vivre dans le chaos, ça débouche forcément sur un autre type d'ordre. C'est-à-dire, si ça ne débouche pas, eh bien, vous avez le fascisme. Ce n'est pas un hasard si les révolutions qui ont été écrasées qui ont avorté, enfin souvent écrasées quand même, dans les pays européens, ont débouché sur le fascisme. Révolution allemande écrasée, le nazisme. Révolution autrichienne écrasée, vous avez l'État social chrétien dont le caractère social est aussi peu chrétien que le caractère chrétien est social. Puis le fascisme. Vous avez en Italie le fascisme et en Hongrie, vous avez, c'est pas vraiment le fascisme, enfin, ça n'est pas très très loin comme le régime d'Horthy. Voilà, c'est la même chose. Si la révolution, si les bolcheviks n'avaient pas été là pour, recrutant d'ailleurs, passant de un peu moins de 10 000 en février à 200 000 recrutés sur la base de leur politique, pour proposer cette solution politique, on aurait simplement eu un gigantesque chaos et sans doute un deuxième coup d'État militaire. Là, Kornilov ne se serait plus mouché, où il y aurait un autre général. C'est ce qu'ont tenté les Blancs, d'ailleurs, avec l'aide des puissances occidentales. Alors, les moyens de communication, évidemment, c'est extrêmement difficile dans un pays où, premièrement, les trains ne marchent quasiment plus. En plus, quand ils marchent, si vous voyez par hasard des photos des trains de l'époque, vous serez frappé par le nombre de voyageurs qui sont allongés sur les toits. Qui tiennent comme ils peuvent. Ceux qui sont debout sur les marches, ça durera longtemps d'ailleurs. Bon. Et bien c'est le journal et c'est la rumeur. Ce qui fait que d'ailleurs, vous avez un parti bolchevique de 200 000 adhérents, ça peut apparaître très important. C'est un vrai parti, attention. Hein. C'est pas avec des cotisations.
C'est pas comme ça, on est des insoumis, puis on n'est pas content. Et en même temps, la cohésion de ce parti est très discutable. Pourquoi est-ce que Lénine se prononce pour l'insurrection à la veille du congrès des soviets, où pourtant les bolcheviks vont être majoritaires? Parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans la tête d'un bolchevique de Vladivostok ou d'Astrakhan. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de comités du parti bolchevique qui sont des comités communs bolcheviques-mencheviques. Pour une raison simple, ils s'appellent tous les deux Parti ouvrier social-démocrate de Russie. La différence, c'est qu'après, pour les bolcheviks, il y a un petit B après. Pour les mencheviks, il n'y a rien du tout. Et souvent, le B, il l'oublie. Vous avez des tracts bolcheviques qui sont marqués POSDR. C'est tout. Donc, la cohésion de ce parti est très douteuse. Mais sa volonté d'aider les masses à renverser l'ordre existant, qui est un désordre existant qui plonge la Russie dans l'abîme. La ruine, c'est la course à l'abîme. D'ailleurs, lors du congrès des soviets, il y a un menchevik qui s'adresse à Lénine et à Trotsky. Il leur dit, mais vous voulez prendre le pouvoir, mais qu'est-ce que vous allez en faire? L'industrie est détruite et les transports sont en ruine. Et parmi les bolcheviks qui sont contre l'insurrection, il y a un certain nombre, et on a des comptes rendus du comité de Pétrograd, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui disent, mais nous ne tiendrons pas 15 jours. D'autres disent qu'il faudra introduire la terreur. D'autres disent qu'on ne pourra pas payer les salaires. Tout ça étant en partie vrai, d'ailleurs. Hein? Bien, les moyens de propagande, eh bien, quand il faut mettre 8 jours si le train marche pour aller de Moscou à Vladivostok, il y a le télégraphe qui marche de temps à autre. Le téléphone est très, très modestement réparti en Russie. Souvent, celui du Kremlin ne marche même pas, alors, enfin, une fois que Lénine sera au pouvoir. Donc, c'est ce que représente le nom bolchevique. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que les adversaires des bolcheviks ont fort mal joué en croyant bien jouer. Au début, ils ont tapé sur Lénine, agent allemand. Il faut dire que celui qui a découvert ça, celui qui a annoncé ça en Russie, c'est le socialiste Albert Thomas, ce ministre de l'armement qui faisait des photographies en embrassant un obus. On embrasse ce qu'on peut dans la vie. Et qui est venu en avril 17 pour inviter les... Ben oui, il y a toutes sortes de goûts, vous savez, l'humanité est très... Il est venu en avril 17 pour inviter les soldats russes à continuer à se battre. Et il est allé voir Kerensky, le socialiste révolutionnaire, et il lui a dit, on a la preuve que Lénine et les bolcheviks sont des agents allemands. Kerensky a embrangé l'information, et il la ressortira simplement en juillet, avec un succès au début assez important, et puis au fur et à mesure, Lénine agent allemand. Mais qu'est-ce que les paysans avaient à faire si ce Lénine qu'on leur dit agent allemand était pour leur donner la terre? Bon, donc leur propagande s'est finalement retournée en sens inverse au bout d'un certain temps, dans la mesure où elle a fait apparaître les bolcheviks comme les seuls qui ne voulaient pas maintenir un prétendu ordre existant qui n'était qu'un désordre de plus en plus chaotique, où tout se cassait la figure, tout, où plus rien ne marchait, où, comme le dit Denicki lui-même, le général Blanc, l'armée tout entière ne voulait plus de la guerre. Et quand il dit ça, ça veut dire même les officiers. Pour quelle raison? Parce qu'ils considéraient que la défaite était inéluctable. Donc il y avait les soldats qui ne voulaient pas périr dans les tranchées. En plus, les tranchées sur le front russe en décembre 1917 ou janvier 18, je ne veux pas dire que celle de Vernet était confortable. Enfin, il fait nettement plus froid là-bas, hein, en plus. Donc vivant dans la boue parmi les rats, les excréments, etc., sans avoir à manger souvent. Bon, quels sont ceux qui leur répondent à leurs soucis, même s'ils ne connaissent rien du programme des bolcheviks? Ce sont les bolcheviks. Dans ce sens, c'est le réel qui constitue la meilleure propagande. Merci, M. Marie.